Bonjour à tous et bienvenue au live du rendez-vous investisseur proposé par Bouygues Immobilier Patrimoine et le club de l'immobilier groupe Bouygues. Nous espérons que vous êtes bien installés pour cette heure d'échange et si vous avez des soucis techniques, n'hésitez pas à écrire à notre équipe via la boîte à questions. Alors ce live, comme je l'ai précisé, est organisé par Bouygues Immobilier Patrimoine et le club de l'immobilier groupe Bouygues afin de vous présenter quelques grandes étapes de la déclaration de revenus, mais pas que. L'idée est de vous présenter l'offre dédiée à tout l'ensemble des collaborateurs du groupe, le dispositif Pinel, qui est la thématique de ce jour, et expliquer comment remplir sa déclaration de revenus lors d'un investissement locatif et surtout profiter de son avantage fiscal. Alors, n'hésitez pas à poser des questions également dans la boîte à questions. On essaiera d'y répondre en fin d'émission. Alors, pour cela, je ne suis pas tout seul. Je suis accompagné de deux experts. Laetitia Calais, manager Bonjour. commercial chez Bouygues Immobilier Patrimoine, Tout à fait. et Arnaud Giraud, expert comptable. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Alors, en quelques mots, quelle est votre fonction, Laetitia? Eh bien, je suis manager commercial chez Bouygues Immobilier Patrimoine. J'accompagne des collaborateurs qui sont spécialisés dans la gestion de patrimoine, sur tout le grand sud de la France. Merci, très bien. C'est l'homme qui murmure à l'oreille du contribuable et aucune déclaration ne lui échappe. Arnaud Giraud, quelques mots pour votre fonction? Alors moi je suis expert comptable, indépendant, et nous accompagnons une clientèle professionnelle dans le cadre de leur entreprise, mais généralement, par extension, également pour leur investissement personnel, ils peuvent nous solliciter pour les déclarations sur lesquelles vous m'avez sollicité. Très bien. Alors, nos interlocuteurs vont d'abord parler de leur mission, vous détailler l'offre des collaborateurs, qui est un grand sujet au sein du club de l'immobilier groupe Bouygues. Ensuite, nous ferons un rappel du support fiscal, le dispositif Pinel. Arnaud nous expliquera en live, bien évidemment, comment remplir les différents formulaires de l'aide pour faire sa déclaration. Et on terminera avec une session de questions-réponses avec l'ensemble des questions que vous nous aurez posées. Vous êtes nombreux, on vous en remercie. Démarrons notre première partie. Alors, je me tourne vers vous, Laetitia. Pourriez-vous nous faire une petite piqûre de rappel concernant Bouygues Immobilier, que beaucoup de gens connaissent déjà, mais c'est important de rappeler où nous sommes et qui nous sommes. Alors, nous faisons partie du groupe Bouygues, que je suis persuadée que les personnes qui nous regardent connaissent, puisqu'ils sont collaborateurs en plus du groupe. On a plusieurs cordes à notre arc, très différents les uns des autres d'ailleurs, je vais parler peut-être du plus connu, de manière générale, donc le groupe TF1. Donc les médias, c'est plusieurs chaînes connues de nous, c'est TF1, c'est LCI, c'est TFX Série, TMC également. Nous avons aussi les télécoms, avec Bouygues Télécom. On est le troisième aujourd'hui sur la place de la téléphonie. Et puis, bien sûr, l'activité de construction, ça c'est vraiment l'activité d'origine, avec Bouygues Construction, qui est la plus ancienne de nos sociétés, 1952, je vous le dis parce que j'ai le slide en face de moi, mais voilà, c'est la plus ancienne. On a également Colas. Alors Colas, c'est le leader dans le monde entier, concrètement, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des collaborateurs qui sont répartis en dehors des frontières françaises. Et puis Bouygues Immobilier, qui est également aussi très ancienne, puisque ça fait plus de 60 ans qu'on est sur la place de l'immobilier, plus particulièrement de la promotion immobilière. On intervient sur toute la chaîne de valeur de l'immobilier, sur l'exploitation, sur l'aménagement des territoires, et puis donc la promotion immobilière, comme je vous l'indiquais, qui est notre cœur de métier. Et puis il y a quelques années, on a décidé d'apporter une réponse spécifique à nos clients investisseurs. Donc Bouygues Immobilier Patrimoine est né de la volonté de pouvoir apporter à nos clients la meilleure réponse possible à leurs objectifs, parce que les lois de la défiscalisation, elles évoluent très vite, beaucoup. Donc il fallait des collaborateurs agiles, formés en permanence et puis experts sur l'ensemble des supports immobiliers. Donc on a une méthodologie particulière. On essaye ce qu'on aime faire, c'est co-construire le projet avec le client. Pour cela, on va procéder en plusieurs étapes. On a d'abord un premier rendez-vous avec lui. On va faire un audit patrimonial. C'est une photographie
de ce que le client a fait jusqu'à présent pour son patrimoine, de ce qu'il veut faire à aujourd'hui, mais aussi ce qu'il va pouvoir faire dans les années à venir avec ce support immobilier. Donc on va fixer des objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. C'est vraiment notre volonté d'accompagnement de nos clients. Donc la deuxième étape, c'est lui proposer une solution immobilière que l'on va venir chercher dans notre stock, qui est important aujourd'hui, puisqu'on a à peu près 2000 lots en vente chez Bouygues Immobilier. Et si la solution convient au client, on passera à la dernière étape, qui est la signature de la relation contractuelle avec le client. Mais notre relation ne s'arrête pas ici. On va accompagner le client dans ce qu'on aime dire toute la vie immobilière du client investisseur. On va l'accompagner à des moments charnières de son investissement, où il faudra peut-être arbitrer, je le vends, je le garde. Et puis aussi, un moment important dans sa vie, tous les ans, c'est la déclaration de ses revenus. Et c'est là, on est accompagné aussi des experts comptables, de professionnels, pour préparer au mieux ce moment. Un accompagnement 100% autour de nos clients pour leur proposer vraiment les meilleures solutions pour investir. Il est au cœur du dispositif. Alors, on a les collaborateurs du groupe qui nous écoutent aujourd'hui. Alors, ce sont des actuels clients déjà ou de futurs clients. Alors, parlons plus spécifiquement, j'en ai parlé en introduction, de l'offre dédiée aux collaborateurs. Comment ça se passe pour un collaborateur qui souhaite investir avec Bouygues Immobilier ? Alors, on a créé un club, donc Bouygues Immobilier Patrimoine, mais de manière plus générale, la direction du groupe, concrètement, voulait vraiment avoir cet accompagnement privilégié de ses collaborateurs. Donc, ça va passer aussi par des avantages, peut-être que vous les voyez à l'écran. Donc, on va commencer déjà par quelque chose d'important, c'est une réduction sur le prix. Donc ça, c'est peu importe le bien que l'on choisit, tous les collaborateurs du groupe Bouygues ont droit à 2% de réduction sur le prix de vente. Cadeau. C'est cadeau, tout à fait. Ouais. Donc voilà, c'est le premier avantage. Il n'a pas à se poser de questions, il sait d'ores et déjà qu'il paiera le bien qu'il choisit moins cher que d'autres clients. Que le prix affiché. Exactement, okay. D'autres clients du groupe Bouygues. Deuxième avantage qui est intéressant, alors peut-être que c'est des notions que tout le monde ne connaît pas, mais on va avoir aussi une réduction du dépôt de garantie. On pourrait demander jusqu'à 5% du prix de vente à la personne qui achète, c'est un acompte sur le prix, mais voilà, pour faire en sorte que les collaborateurs gardent leur argent placé à leur banque, on va leur demander simplement un premier acompte de 1 000 €. Ah oui, c'est nettement différent de 5%. C'est un avantage. Et troisième avantage, je ne rentrerai pas dans le détail parce que c'est assez technique, mais concrètement, on va aménager l'échéancier des appels de fonds de l'immeuble. Vous savez qu'au fur et à mesure de la construction, en fait, le client va avoir des appels de fonds qui correspondent réellement à l'avancée du chantier. Donc normalement, à chaque avancée, le premier étage, les fondations, etc., il y a des appels de fonds qui sont appelés auprès du client, ce qui génère des intérêts intercalaires. Et bien là, pour réduire cette enveloppe d'intérêts intercalaires, on va avoir un échéancier avec simplement 2 appels, un de 30% quand on passe chez le notaire, et le dernier appel ne se fera qu'à la livraison de l'immeuble. Donc c'est un avantage aussi très très intéressant. Très bien. Alors, on peut en faire autant qu'on veut ou c'est limité C'est limité. Ah. C'est limité à 1 par an. Mais sur 5 ans, vous pouvez en faire 5. C'est mathématique. Exactement, exactement. Donc c'est 1 par an, effectivement. D'accord. C'est dans la limite d'un achat par an. Tout à fait. Okay. Oui. Alors, nos clients Bouygues Immobilier bénéficient d'une offre parrainage et fidélisation. Alors, c'est aussi la satisfaction qui est importante chez Bouygues Immobilier. Mais alors, est-ce que nos collaborateurs aussi peuvent en bénéficier ? Bien sûr. Il n'était pas question de ne pas leur proposer cet avantage, concrètement. Donc, le parrainage, en fait, vous êtes satisfait du conseil de nos collaborateurs. Vous souhaitez que des personnes de votre famille ou des connaissances en profitent. Eh bien, il suffit de nous donner les coordonnées de cette personne. Notre collaborateur, bien sûr, le contacte et fait un audit patrimonial avec lui, et va jusqu'au bout de la démarche avec cette personne. Et donc, on a décidé de récompenser donc, le collaborateur du groupe Bouygues pour nous avoir permis d'avoir ce nouveau client parmi nous. Et donc, cette récompense, ça sera donc un chèque cadeau d'une valeur de 800 €
pour le parrain, mais on a également décidé de récompenser le filleul avec un chèque cadeau de 100 euros. Voilà pour la partie Intéressant parrainage. pour les deux parties. Exactement. Après, donc, on a la fidélisation. Donc, comme je vous indiquais, donc on a le droit de faire un achat par an, hein, concrètement, avec les remises dont je vous parlais un petit peu en amont. Donc, si vous souhaitez faire un deuxième achat, pourquoi pas, on va vous permettre d'avoir donc une fidélisation. On va vous récompenser hein, pour racheter chez nous. Et donc, pareil, c'est un système de chèque cadeau. La valeur est plus importante, elle va être de 1 500 euros. Très bien, c'est très clair. En tout cas, les conseillers de Bouygues Immobilier Patrimoine pourront bien évidemment vous repréciser l'ensemble de ces informations lorsque vous les rencontrerez. Alors, je vais me tourner vers vous, Arnaud. Quel est votre rôle auprès des équipes de Bouygues Immobilier Patrimoine? Alors, on accompagne, on peut accompagner tout au long de l'année pour faire de la formation sur justement les supports fiscaux de la loi Pinel en l'occurrence. Et donc, nous sommes évidemment experts comptables indépendants, mais on est là pour former, accompagner et renseigner sur les différentes actualités fiscales. Ouais, c'est important de se tenir informé et de se former. Exactement. Eh bien, évoquons maintenant le dispositif Pinel. Donc, avec vous, nous allons entrer dans le détail. Jingle. Alors, ma première question, elle est pour vous, Laetitia. Mais pourquoi les Français investissent toujours autant dans l'immobilier? Eh bien, je crois que... moi, je suis au cœur du métier, donc ça me paraît logique. Hein, mais non, je pense qu'ils ont vraiment conscience que c'est une valeur refuge. C'est une expression un peu galvaudée, mais qui est réelle, hein, c'est factuel en fait. Hein. Aujourd'hui, c'est une valeur qui est tangible. Le client peut voir ce qu'il achète. Il peut voir concrètement, tout à fait. Il peut voir l'environnement de l'endroit où il achète. Je crois que les Français, d'autant plus en ce moment, ont envie d'anticiper ce qui va se passer dans les années à venir, hein, concrètement. Donc, ils ont choisi l'immobilier, d'autant que ça peut répondre à une multitude d'objectifs. Bien sûr que quand ils arrivent dans nos bureaux, le premier objectif qui va être avancé, c'est le besoin de défiscaliser. Mais ce n'est pas le seul objectif auquel peut répondre un bien immobilier. Ça peut être aussi une compensation des revenus quand on est à la retraite. On va tous avoir normalement une baisse de revenus. Donc ça, il faut l'anticiper. Hein. C'est tout à fait faisable. Hein, voilà. Donc, par un support immobilier. Ça peut être aussi un objectif de financement des études des enfants. Voilà. C'est quelque chose aujourd'hui, ça fait quelques années maintenant que les Français mettent ça en place, hein, concrètement, parce que ça devient surtout que les de plus en plus cher. Commencent à devenir longues aussi. Longues, effectivement, ça peut se faire à l'étranger. Voilà, oui, hein. Comme on n'a pas été bien habitué en France à payer notre scolarité, en réalité, effectivement, dès qu'on cherche, les enfants font des études le plus longtemps possible, elles sont payantes, malheureusement. C'est clair. Ouais, c'est un phénomène qu'on connaissait à l'extérieur de nos frontières, mais qui existe aussi maintenant chez nous. Voilà, les études des enfants, revendre son bien pour rembourser le prêt de sa résidence principale, s'acheter une résidence secondaire. Il y a plein de possibilités, en fait. Oui, chaque cas est étudié vraiment de manière minutieuse par les conseillers. C'est tout l'objectif de l'audit patrimonial qui est fait en amont. Alors, le fait d'avoir un petit peu ces spécificités par client, alors donc il y a différentes manières d'investir dans la pierre. Alors, quelles sont-elles? Déjà, c'est l'achat de sa résidence principale. Ça, c'est peut-être obligatoire. Non, absolument pas forcément. Absolument pas obligatoire. Mais c'est vrai que statistiquement, on commence naturellement à acheter sa résidence principale. Okay. Encore que aujourd'hui, les nouvelles générations ont même tendance des fois à aller naturellement, très rapidement sur l'investissement locatif. C'est un phénomène qu'on voit parmi nos clients. Avant d'acheter, de plus en plus jeunes. Oui, tout à fait. Même avant d'acheter sa résidence principale. Donc la résidence principale, bien sûr, l'investissement locatif, qui peut se faire sous différentes manières d'ailleurs. Ça peut être de la location, ce qu'on appelle chez nous nue, c'est-à-dire non meublée. Ça peut être de la location meublée. Alors, gérée, non gérée, il y a plein de possibilités. Puis ça peut être des bureaux, ça peut être des commerces. Enfin voilà, il y a plein de supports en fait. Hein. Donc là aussi, on va accompagner, on va proposer des solutions selon les objectifs. Alors, vers quel type d'investissement se tournent les Français pour leur investissement et pourquoi? Alors, l'investissement qui aujourd'hui est
Et le chouchou, peut-être, parmi nos clients, c'est la loi Pinel, Qui est la thématique de ce jour? qui est la thématique du jour, tout à fait. Avec lequel on a vraiment un recul aujourd'hui. On la connaît depuis longtemps, on sait qu'elle fonctionne. Elle est vraiment inscrite dans le paysage immobilier français, voilà, sans problème. Elle a cette particularité d'avoir un levier fiscal important. Donc concrètement, on a 3 acteurs en fait quand on fait une loi Pinel. On a l'investisseur, mais on a aussi le levier fiscal et le locataire qui vont prendre une grande partie en charge le financement du bien. J'ai envie de vous dire que l'investisseur, lui, ne prend qu'une petite partie sur l'ensemble du financement de ce bien. Donc ça, c'est l'avantage de la loi Pinel. Puis ensuite, son support, c'est l'immobilier. Donc on va revenir à tout ce que je vous disais avant, la valeur refuge, la sécurité de l'investissement, etc. Alors, il y a plusieurs étapes dans un investissement locatif. Comment ça fonctionne exactement quand on veut faire un investissement locatif? Comment ça se met en place? C'est quoi les différentes étapes par lesquelles vont passer nos investisseurs? Alors, il faut choisir le bien, déjà. Donc ça, c'est accompagné par les conseillers en patrimoine bien immobilier. sûr, accompagné par les conseillers qui ont la particularité d'avoir une vision macroéconomique de l'immobilier puisqu'ils connaissent l'ensemble de l'offre immobilière sur tout le territoire. Donc ça, c'est important aussi parce que naturellement, on va avoir envie d'investir autour de soi. C'est un réflexe de sécurité, mais peut-être que ça ne correspond pas forcément à vos objectifs à moyen terme ou à long terme. C'est là où on va vraiment être conseillé à ce niveau-là. Ensuite, bien sûr, il faut choisir le bon financement. Oui. Donc là, nous, on est accompagnés par des partenaires qui proposent du financement, dont un avec qui on travaille depuis des années. Voilà, nous, si vous voulez, on a un souci de satisfaction et on souhaite également que nos partenaires aient le même niveau d'exigence, en tout cas de satisfaction client que nous. Donc on accompagne sur le financement, on accompagne bien sûr sur la fiscalité, on va le voir avec Arnaud par la suite. Mettre en place un système fiscal, ça demande de l'information et aussi d'être accompagné pour éventuellement se dédouaner si jamais il y a une erreur. Enfin, voilà. En tout cas, on est dans les mains d'un Et professionnel. ne pas se faire attraper par le fisc. Voilà. C'est important. Bien malgré soi. À son Oui, insu, c'est tout à ça. fait, Parce qu'en sans fait, forcément... ouais. La plupart des dysfonctionnements sur une déclaration fiscale, ce sont des erreurs humaines. Ce n'est pas une volonté. Et malheureusement, ces erreurs humaines, on les paye quand même. Ouais. Donc ça peut être alors, effectivement le support. C'est aussi donc, la gestion locative. Donc là aussi, on a des partenaires qu'on regarde avec attention pour avoir ce niveau de conseil auprès des clients. Et puis, l'aide à la déclaration des revenus, dont on va voir le détail par la suite. Alors, c'est une très bonne transition parce que maintenant, Arnaud, c'est quoi votre rôle auprès de nos clients? Donc, mon rôle en tant qu'expert comptable, c'est de accompagner les clients à faire la déclaration d'impôt sur le revenu, puisque la loi Pinel n'est qu'un report de différents documents dont on va faire la présentation, et de mettre les chiffres dans les bonnes cases. Donc on va beaucoup parler de cases, vous allez voir. Et donc l'expert comptable est tout naturellement dans sa fonction d'aider le client à faire ses déclarations et le prévenir des petits écueils à éviter. Mais il n'y a pas que les experts comptables qui peuvent faire ces déclarations. Certains clients vont pouvoir peut-être prendre des avocats fiscalistes qui sont aussi dans ce rôle-là. Après, la grande majorité n'ont pas forcément des conseillers. La plupart des personnes, des contribuables, font la déclaration eux-mêmes parce qu'ils ont les bons supports, ils sont bien préparés et parce qu'ils sont peut-être en train de regarder l'émission. Mais en tout cas, la plupart du temps, on intervient pour des clientèles professionnelles, mais du coup par extension pour des particuliers. Voilà. Eh bien, passons en détail à la thématique du jour, plus en détail sur le dispositif Pinel Jingle. Alors Laetitia, je reviens vers vous. Donc on abordera la déclaration de revenus juste après. Donc expliquez-nous en détail le dispositif Pinel
pour déjà informer les collaborateurs, peut-être futurs investisseurs, mais aussi actuels, c'est important de rappeler certaines notions de base. Certaines notions. Alors, je vais commencer par déjà une notion importante. La loi Pinel, c'est une loi dite réductive. Donc, on va venir réduire l'avantage fiscal directement de l'impôt que l'on paye. D'accord. C'est concret. C'est très concret, c'est très facile Une simple soustraction. Exactement, d'expliquer ça aux clients. C'est peut-être ça d'ailleurs qui fait aussi le succès de la loi Pinel, parce qu'on a connu des lois où c'était... on est d'accord? Exactement. En fait, la loi Pinel a simplifié un peu l'avantage fiscal, parce qu'auparavant, on devait soi-même calculer les amortissements qui venaient diminuer l'imposition fiscale, et que la loi Pinel, on va mettre des chiffres, mais l'avantage net de la loi Pinel, vous allez voir, les 2% par an seront calculés directement par l'administration fiscale. Très bien. Oui, sans parler effectivement de ça, effectivement. Donc on est sur une loi, on va venir réduire directement sur l'impôt que l'on paye. Donc ça va être sur le prix de revient de l'appartement. Donc j'insiste sur cette notion. Donc le prix de revient, c'est le prix de l'appartement, augmenté des éventuels frais de notaire que vous aurez réglés lors de l'achat. Okay. Donc on vient appliquer un pourcentage qui est établi par la loi. Donc c'est 2% par an. Donc, les 6 premières années, la loi Pinel permet à cette particularité, c'est de pouvoir arbitrer et revendre le bien sur 3 échéances. La première est à 6 ans. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet aux clients de se projeter assez rapidement sur la fin de la loi Pinel. Donc, première échéance, 6 ans. Donc, je déduis 2% du prix de revient par an. Donc, on est à 12%, comme vous pouvez le voir sur... le slide que j'ai moi-même en face de moi, donc 12% dans un premier temps. Si vous souhaitez rajouter encore 3 ans, c'est tout à fait faisable. Donc on passe à 9 ans, on est toujours à 2% par an, donc on rajoute 6%, donc on va passer à 18%. Et puis les 3 dernières années, on peut encore aller jusqu'à 12 ans, mais là, on sera sur un pourcentage qui a été diminué. Donc là, ça peut être intéressant éventuellement de prendre contact avec nos collaborateurs un petit peu en amont pour calculer le bénéfice, l'avantage ou pas de conserver le bien et d'avoir donc cette diminution de réduction d'impôt, mais qui est quand même existante, ou revendre le bien. Et donc on arrivera à 21%. C'est le levier fiscal qui finance une grande partie du bien que l'on achète. Donc c'est étudié avec le conseiller en amont pour décider si on part plus sur du 6, 9 ou 12 ans. On conseille d'ores et déjà en amont de partir sur 6 ans parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. On peut peut-être avoir besoin de récupérer le capital. Donc on passe sur 6 ans. Et puis comme l'option de choisir de reporter 3 ans est assez simple. C'est une case à cocher. Voilà. Et au moment où du coup à la 7e année. Exactement. Mais effectivement, parce que si on part sur 9 ans, on ne peut pas revenir en arrière. Ah oui, oui, parce que vous allez voir dans la déclaration, il y a un engagement de location, on s'engage. Donc il y a un formulaire prévu pour cela, d'engagement de location, et c'est là où vous choisissez les 6 ans et les 9 ans, mais effectivement avec les bons conseils des conseillers Bouygues Immobilier, normalement, la plupart des gens vont prendre 6 ans, dans l'optique de pouvoir finalement avoir... une souplesse Exactement. D'arbitrage en fait. C'est ça qui est intéressant. Alors question, à quel moment je vais toucher cette réduction d'impôt Alors ça se fait en 2 fois. D'accord. Ça se fait en janvier, où on récupère directement 60% de la réduction, et ensuite en août, qui va nous permettre justement de pouvoir diluer son levier fiscal tout au long des 7 premiers mois. Et puis la deuxième partie, les derniers 40%, ça sera en août de l'année. Donc ça se passe en 2 fois en fait. Eh bien, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va entamer la phase cruciale avec le tuto d'Arnaud pour expliquer le pas à pas pour faire sa déclaration de revenus dans son investissement locatif Pinel. Jingle. Donc Arnaud, une fois que le dispositif est mis en place et que l'appartement est loué, donc il faut donc chaque année faire sa déclaration, c'est obligatoire, donc au printemps. C'est pile la période. Il reste encore quelques jours jusqu'au début du mois de juin. Donc c'est là que vous intervenez. Exactement. Et comment ça va se passer? Alors, on va dire qu'il y a 2 moments forts. Il y a la première année
où on va faire l'investissement Pinel, où on va remplir un document, la 2044 EB, qui est l'engagement de location. Et le deuxième moment, c'est au moment où effectivement on a des revenus locatifs, Pinel, et là on va voir, on va remplir la 2044 et on va remplir les différents flux qu'il y a eu pendant l'année, c'est-à-dire les revenus encaissés, les dépenses, ce qui va permettre de faire la déclaration finale. Donc le tuto que vous avez à l'écran, on va commencer par les documents à préparer tout simplement. Alors, n'oubliez pas, il y aura un replay, bien évidemment, disponible. Comme ça, vous pourrez, bien évidemment, revoir l'émission pour resuivre chacune des étapes. Exactement. Alors, normalement, il y a 3 documents importants pour la déclaration de l'année. La première, c'est une déclaration qui est déjà pré-remplie. Et normalement, votre bien qui est géré, cette déclaration qui ressemble à la déclaration fiscale avec les numéros des cases, est pré-remplie par le gestionnaire du bien. Et on va y retrouver les revenus, les charges payées pendant l'année, les différentes assurances du bien, parce que à partir du moment où vous avez un bien immobilier, vous devez l'assurer, les frais du syndic, s'il y en a un, les frais du gestionnaire, et puis les éventuels entretiens réparations. Ça c'est important parce qu'évidemment pendant 6 ans ou 9 ans, peut-être qu'il va falloir changer une fenêtre, changer un élément du bien immobilier. Et donc le gestionnaire, dans sa déclaration pré-remplie, vous indique le nom du fournisseur, du prestataire qui a effectué la réparation et les montants par prestataire. Ce qu'il faut, l'État, l'administration fiscale est assez, comment dire, elle a besoin de justifier les choses. On a besoin de lui justifier. Donc on va pas lui envoyer les factures, mais on va quand même lui indiquer certaines informations, etc. Donc la déclaration pré-remplie déjà répond à 80% des montants à remplir. Mais il n'y a pas que cela. La deuxième, c'est les intérêts d'emprunt. Parce que vous avez fait financer votre investissement Pinel par la banque, par une des banques ou un partenaire financier. Et donc, les intérêts d'emprunt sont eux-mêmes déductibles. C'est pour ça que c'est quand même intéressant quand on fait de l'investissement Pinel, surtout à l'heure actuelle. Les taux d'intérêt sont quand même à des niveaux jamais vus. On est sur pratiquement du moins de 1%. Alors après, ça peut monter avec les assurances emprunts, mais du coup, les intérêts d'emprunt sont déductibles. Donc ça, c'est la banque qui va vous fournir, une fois par an, un document officiel des intérêts qui ont été payés pendant l'année. Au pire, si vous n'avez pas ce document, vous avez normalement toujours les échéanciers d'emprunt. En tout cas, j'insiste là-dessus, c'est de demander l'échéancier d'emprunt sur 20 ans, etc. Parce qu'au moins, si les échéances ont bien été payées chaque mois, vous devriez retrouver le montant de façon annuelle, sans appeler le banquier au dernier moment. Et le troisième document, c'est la taxe foncière, parce qu'effectivement, à partir du moment où vous avez des investissements locatifs, l'État vous fait payer la taxe locale. Alors je dis l'État, les collectivités locales vont payer la taxe foncière. Alors après, il peut y avoir aussi d'autres taxes locales et spécifiques, mais bon, la plupart du temps, c'est la taxe foncière. Et la taxe foncière, vous la retrouvez assez facilement sur le site impôt.gouv. Donc c'est sur le site impôt.gouv que vous allez faire la déclaration. Donc normalement, aujourd'hui, la plupart des Français font leur déclaration en ligne et plus trop en papier. D'ailleurs, normalement, c'est obligatoire que ce soit en ligne, sauf pour des personnes peut-être âgées qui ont des difficultés avec l'informatique. Voilà. Mais bon, généralement, les investisseurs Pinel sont plutôt dans une tranche d'âge. Je sais pas, 48 ans, je crois que c'est le profil. C'est le personnage, c'est l'âge moyen de 48 ans. De l'investisseur chez nous. Donc à 48 ans, normalement, en 2021, on fait sa déclaration en ligne. Et donc, on a au moins un ordinateur. On a au moins un ordinateur. Et donc, du coup, on retrouve sur le site impôt.gouv sa déclaration en ligne. Mais vous avez aussi l'application mobile. Alors ça, c'est très intéressant, l'application mobile du site des impôts. Alors, vous ne pouvez pas faire votre déclaration sur le mobile. En revanche, vous pouvez aller retrouver les documents. Et donc, la taxe foncière, vous pouvez la retrouver. Donc, du coup, reporter le montant qui y figure. Donc, ce sont ces 3 documents-là les plus importants. Ensuite, premier formulaire à remplir, et c'est surtout la première année, le 2044 EB. Alors, le 2044 EB, c'est ce qu'on déclare pour la première fois son investissement Pinel. On va retrouver, ce que vous avez à l'écran, les fameux engagements de location. On s'engage
Et donc, on va tout simplement indiquer les coordonnées du propriétaire du logement. On va indiquer où se trouve le logement. L'État est curieux, il veut savoir où ça se passe. Et d'ailleurs, c'est important parce qu'on verra qu'il y a plusieurs zones. On n'en a peut-être pas parlé, mais bon, il y a différentes zones pour faire du Pinel. On ne peut pas faire du Pinel n'importe où. Parce que le Pinel, on le rappelle, depuis le 1er janvier, c'est uniquement pour des programmes neufs. Et donc, ça va dépendre de ces fameuses zones. Et donc, on va préciser la durée d'engagement dans le feuillet suivant. Alors, pardon, on va d'abord préciser l'avantage fiscal demandé. Donc ici, on va retrouver l'avantage, le dispositif Pinel, Pinel Métropole en l'occurrence. Il existe également un Pinel Outre-mer où là, on a des taux encore différents de ceux qui ont été présentés. On n'oublie pas les Français de l'Outre-mer pour lequel je crois que les taux sont beaucoup plus importants pour le coup. Parce qu'il y a un vrai besoin de logement. Je m'excuse auprès des collaborateurs qui sont en Outre-mer, nous n'avons pas de programme, ou même pour les métropolitains, on n'a pas de programme sur les îles. Mais bon. Un jour. Peut-être. Donc, on précise le Pinel Métropole. Pour ceux qui observent ce qu'il y a à l'écran, il y a aussi d'autres dispositifs, et notamment le Pinel Bretagne. Voilà, donc les Bretons ont droit à une case particulière. Petite spécificité locale. Exactement. Alors, historiquement, c'est pas que les Bretons font sécession, hein, mais c'est parce qu'il y avait un manque d'investissement locatif. C'est une volonté politique. Voilà. Donc, ils ont eux-mêmes des taux différents. La deuxième étape, on va retrouver les caractéristiques de la location. Et là, il y a une case qui est importante, c'est le nombre de mètres carrés. Parce que le Pinel et l'investissement Pinel va dépendre un peu de différentes caractéristiques. On ne peut pas faire sur des logements de 300 mètres carrés, par exemple. Ça n'existe pas. Donc l'administration fiscale s'assure juste que le bien immobilier est bien en accord avec ce que permet la loi Pinel. On va préciser les dates d'acquisition du logement, les dates de dépôt de la demande de permis de construire, la date d'achèvement. Pourquoi c'est important de le préciser? Parce que normalement, vous avez, quand vous faites le programme Pinel, vous avez 3 ans pour pouvoir livrer le bien. Donc, en mettant ces dates, on va vérifier que ça a bien été respecté. À partir de l'acte notarié, en fait. Voilà. Donc, à l'acte notarial, on peut déjà connaître la date de livraison. Alors, on a une date estimée, tout à fait. Mais si nous, promoteurs, on sait qu'on va aller peut-être au-delà des 30 mois, on va repousser l'acte notarié, on va proposer à nos clients investisseurs de passer un petit peu plus tard chez le notaire pour rentrer dans cette obligation des 30 mois. C'est une petite astuce de sécurité. Tout à fait. Mais ça, c'est, j'imagine, bien conseillé, évidemment, par les conseillers de patrimoine, Bouygues Patrimoine. On précise également le montant du bien, parce qu'il y a aussi des limites fiscales par rapport au montant du bien. Et donc, alors, il y a des limites fiscales. On peut investir avec un montant plus important, mais la loi Pinel va plafonner le montant qui est de 300 000 euros. 300 000 euros, tout à fait. Et ensuite, on arrive enfin au dernier alinéa, où on précise la durée d'engagement. Et c'est ici qu'on va préciser si on investit pour 6 ans ou pour 9 ans. Voilà. Et il y a une petite coche aussi où on précise si on peut louer à une personne qui n'est pas un ascendant ou descendant. Voilà. Ensuite, on va définir le régime d'imposition. Alors, on a 2 types de régimes. C'est-à-dire que le Pinel, on peut faire ce qu'on appelle du régime microfoncier ou du régime réel. Le régime microfoncier, c'est censé être le plus simple. C'est-à-dire qu'on déclare ses revenus de loyer, tout simplement, et on ne s'embarrasse pas de toutes les petites dépenses qu'on a vues précédemment, les intérêts d'emprunt, les taxes foncières. On applique uniquement on indique uniquement les revenus de l'année locatifs et auquel il va y avoir un abattement de 30%. Donc, qui va s'appliquer de façon automatique. Nous n'avons rien à calculer, c'est forfaitaire. Alors, vous allez me dire, pourquoi il y a 2 régimes? Parce que le régime réel, on va peut-être pouvoir déduire beaucoup plus que 30% d'abattement. Et généralement, c'est le cas.
Donc la plupart des personnes qui nous regardent vont plutôt choisir le régime réel, parce que entre les taxes foncières, les intérêts d'emprunt, les assurances, les différentes charges, etc., ils arrivent généralement à un peu plus que 30% de charges. Et donc, le régime réel va être plus intéressant. Voilà. Donc, un poil plus complexe, mais si vous avez bien préparé les 3 documents qu'on a vus au préalable, je rappelle la déclaration pré-remplie du gestionnaire, les intérêts fournis par la banque et la taxe foncière que vous retrouvez sur le site impôts.gouv, vous allez pouvoir normalement remplir cette déclaration de façon assez simple. Donc on arrive au régime réel. Et le régime réel, c'est le formulaire 2044. Vous allez voir, il y a beaucoup de chiffres. Et beaucoup de cases. Exactement. D'où l'intérêt d'être accompagné. Exactement. Donc, les différentes déclarations, quand vous avez coché la case Pinel, on va retrouver, donc on va déclarer la déclaration des revenus fonciers, le 2044, et pour la première année, la 2044 EB, qu'on retrouve ici à l'écran. Normalement, sur le slide suivant, voilà, on rentre dans la 2044. Et là, on va préciser le nombre de biens qui bénéficient, pour lesquels vous avez des revenus fonciers. Donc peut-être que vous n'avez pas que de Pinel aussi. Vous pouvez avoir des revenus fonciers en direct, qui n'ont pas de dispositif fiscal particulier. Et donc c'est ici que vous allez mettre le nombre de biens pour lesquels vous avez des revenus. Donc là, en l'occurrence, on en a mis 1. Et on va retrouver les différentes lignes. Alors, ne soyez pas effrayés. Belle petite checklist. Une petite checklist. Donc, les lignes sont numérotées. Et normalement, ces lignes, c'est celles qui apparaissent par la déclaration pré-remplie du gestionnaire, où vous n'avez plus qu'à reporter les chiffres. Alors, parfois, vous allez peut-être additionner, notamment pour les assurances. Ça, c'est le petit écueil. C'est qu'on a l'assurance qui apparaît par le gestionnaire, généralement les loyers impayés. Mais vous pouvez rajouter d'autres assurances que vous auriez prises et qui sont bien déductibles dans la déclaration. Donc on va retrouver les loyers, les frais de gestion facturés par le gestionnaire. Et quelque chose d'important, l'État fait cadeau de 20 €. Très bien, c'est bon en base. Mais voilà, pour chaque bien immobilier que vous louez, vous avez 20 € de frais forfaitaires par local. Donc ne pas les oublier, la loi vous le permet. L'imprimante, Exactement. c'est pour tout l'aspect administratif. Exactement. Ouais. Donc les cotisations d'assurance, les assurances, comme par exemple l'assurance propriétaire non occupant. Les frais d'entretien et réparation, donc ça, quand l'année où il y en a, tout simplement. La taxe foncière payée qu'on va retrouver. Les provisions pour charges, donc ça, quand le bien est en copropriété, le syndic a des charges. Et donc, vous allez rentrer dans la ligne 229 la provision de l'année. Et vous allez avoir sur la ligne 230 les régules de charges de l'année précédente. Alors cette case, il faut y faire attention parce que c'est une case où le sens va être important. Alors normalement, c'est pré-rempli par le gestionnaire du bien, mais cette case 230, elle vient en diminution parfois parce que les régularisations de charges, pendant l'année, votre syndic fait appel de provision, et puis à un moment donné, il fait les comptes lui-même. Et parfois, les comptes, il va peut-être appeler plus, ou peut-être qu'il a appelé moins. Alors s'il a appelé plus, eh bien, ça va venir diminuer le montant à déduire. Bon, voilà, donc il ne faut pas oublier cette case qui vient en moins. Les charges financières, donc les intérêts d'emprunt qu'on retrouve. Et puis ensuite, vous allez aussi déclarer l'organisme bancaire. Donc il y a quand même beaucoup d'informations qui normalement ensuite se reportent les années suivantes. Donc j'ai envie de dire l'effort de déclaration et surtout la première année où on va retrouver les éléments, je dirais, non chiffrés, le nom de la banque, le nom du locataire, alors, sauf s'il change. Mais normalement, encore une fois, toutes ces informations sont déjà bien indiquées sur la déclaration pré-remplie par le gestionnaire. Ensuite, on voit la déclaration de façon tout à fait concrète. Donc là, on va retrouver tout simplement l'adresse du bien et les noms des locataires. Important d'avoir les noms des locataires parce qu'il faut que vos locataires répondent aussi eux-mêmes à des critères. On ne peut pas louer à n'importe qui. Il faut que votre locataire réponde à un certain revenu. Alors normalement, par rapport à la taille du logement, au prix du logement,
on rentre généralement dans les cases. Mais voilà, bon, le cas d'école, c'est quelqu'un qui, je sais pas, un millionnaire qui serait dans un logement Pinel. Oui. Bon, c'est peu probable, mais on ne sait jamais. Voilà, lui ne pourrait pas faire bénéficier à l'investisseur Pinel, parce qu'en fait, c'est ça aussi la conséquence, c'est qu'un locataire qui ne travaille pas dans les clous vous fait sauter l'avantage Pinel. Donc bien choisir son locataire, mais ça c'est le... Et vérifier ses revenus. Et vérifier ses revenus, ça c'est le rôle du gestionnaire. Tout à fait. Oui, c'est le gestionnaire. Parce qu'en fait c'est ça aussi, c'est qu'être accompagné, au-delà de la déclaration d'impôt, d'avoir tout le dispositif que Bouygues permet d'avoir, c'est de vérifier tous ces petits détails. Le client est de bonne foi parce qu'il a reporté des éléments qui ont été donnés par des professionnels. Oui. Donc du coup, l'administration fiscale est plus clémente à son égard, pour le coup. Exactement. On complète donc le montant des revenus annuels, les montants des différentes charges annuelles. Donc là, on voit concrètement les cases qui apparaissent. Et à la fin, on a soit un bénéfice foncier, soit un déficit foncier. Si on a un bénéfice foncier, normalement, ce bénéfice va se reporter. Il faut cocher la case « Activer le report », comme vous voyez à l'écran. Et donc, ça va se reporter sur la 2042. Donc, n'oublions pas que les revenus fonciers, c'est la 2044, qui est une déclaration annexe. Et la déclaration 2044 va se reporter sur la déclaration 2042, celle que normalement la plupart des gens connaissent, parce que c'est là où on y retrouve les revenus de travail, et puis d'autres types de revenus. Mais en tout cas, les revenus fonciers vont se reporter directement dans cette case. Et il peut y également avoir un déficit foncier. Et l'intérêt du déficit foncier, c'est qu'il vient diminuer le revenu brut global dans la limite de 10 700 € chaque année. Mais du coup, ça vient en moins du revenu global. Ensuite, troisième dernière déclaration, la 2042C. Donc on rappelle, on a eu la 2044 EB pour l'engagement de location, mais ça c'est seulement la première année, au tout début. C'est la première année quand on fait ça. Exactement. Ensuite, la 2044, là c'est les revenus locatifs de l'année moins les dépenses afférentes. Que là, si on est donc en deuxième année, en troisième année, quatrième année, cinquième année, sixième année, jusqu'à l'engagement, ok. Et la 2042C, alors qu'on va remplir aussi chaque année, mais on va remplir plusieurs cases. Alors, elle devrait être pré-remplie, mais il faut quand même vérifier. D'abord, on va déjà cocher la case Pinel. Parce que là, c'est cette case-là qui permet, la 2040C, d'avoir cette fameuse réduction d'impôt, les fameux 2% de l'investissement initial. Donc, on va cocher la case Pinel, et on va remplir si c'était un investissement achevé sur l'année en cours, 2020, ou sur les années précédentes. On va y retrouver du coup les réductions et crédits d'impôt. Et là, on va indiquer le montant de l'investissement. Alors à l'écran, on voit qu'il y a beaucoup de cases. Déjà, elles se divisent en deux. Les engagements, soit de 6 ans, soit de 9 ans, déjà pour commencer. Si l'investissement est en métropole ou en outre-mer, alors pour les clients de Bouygues, uniquement en métropole, et s'ils ils ont bien suivi les conseils des conseillers Bouygues, ils vont remplir la case 7QM sur 6 ans. Alors ça pour l'année, c'était l'année 2017. Mais vous allez devoir seulement mettre l'année dans la case correspondant à l'année d'achèvement du bien et de mise en service. Donc là, 2020. De prix de exactement. Ouais. Là, si je dois la remplir, je remplis 2020, c'est ça? Exactement, okay. Pour la première année. Et donc, là, vous allez indiquer le montant de l'investissement, frais de notaire compris. Et ensuite, l'administration fiscale va calculer cette fameuse réduction d'impôt. Vous n'avez pas à la calculer vous-même. C'est là la petite différence avec certains dispositifs précédents. Donc, l'administration fiscale, je pense, a dû apprendre entre guillemets, des erreurs du contribuable qui n'ont peut-être pas calculé les bons montants. Enfin bref, du coup, des allers-retours dans tous les sens si en cas de contrôle et risques afférents. Donc, se reporte dans la déclaration de revenus le bénéfice ou le déficit dans les cases que vous avez sous les yeux. Donc là, c'est tout simplement le récapitulatif des revenus fonciers qui est la synthèse de la 2044. Ensuite, le report de la réduction du crédit d'impôt qui va se reporter dans les cases que vous avez sous les yeux. Donc là, en l'occurrence, pour un engagement, pour un bien fini en 2019, c'est dans la case 7KM. Et là, on voit que l'investissement était de 200 000 €, a priori, nos frais de notaire inclus. Okay. Et donc, si tout va bien, les 200 000 € vont générer 2% de crédit d'impôt
Donc 200 000 euros fois 2%, ça nous fait 4 000 euros. 4 000 euros qui viendront en moins de votre impôt final à payer. Donc là, c'est concret. En synthèse, normalement, une fois que vous avez fini votre déclaration fiscale, vous avez la synthèse qui apparaît et devrait apparaître. Donc si c'est un bénéfice, les revenus fonciers imposables en case 4BA et dans deux cases qui devraient apparaître, soit la case 7QB, soit la case 7KM. Alors 7QB, ça va être le montant de 200 000 euros si on a fait un engagement de 9 ans, par exemple, en 2020. Mais vous devriez voir apparaître, si le bien a été achevé en 2019, en 2018, en 2017 ou en 2016, la case afférente avec le bon montant. Et c'est parce que cette case-là apparaît que le crédit d'impôt est calculé par l'administration fiscale. Et nous avons terminé. Très bien, c'était très clair. En tout cas, voilà, vous pourrez retrouver toutes les étapes en replay. Hein. Vous recevrez un email dans 24 heures précisément avec le détail de toutes ces étapes essentielles pour faire sa déclaration en Pinel. Alors maintenant, place à vous, chers participants, pour répondre à vos questions afin que nos experts puissent y répondre tous les deux. Jingle. Alors j'ai beaucoup de questions. Alors, première question. J'ai entendu dire que le taux de réduction allait baisser en 2023. J'ai réalisé un investissement en 2019. Est-ce que je suis impacté? Alors non, si vous avez réalisé en 2019, vous n'êtes pas impacté. En revanche, si vous réalisez un investissement Pinel en 2023, vous serez normalement sur les nouveaux taux. D'accord, très bien. Qui sont pour le moment un peu moins intéressants. Ouais. Qui vont baisser en 2023 et 2024 progressivement. Donc il vaut mieux le faire maintenant. Exactement, donc il faut inciter, si vous devez investir... C'est le moment. C'est clair. Alors, doit-on acheter le bien cash, mettre de l'apport ou passer par un financement? Quel est le meilleur conseil pour un investisseur? Il n'y a pas de meilleur conseil. Alors oui, c'est vrai que naturellement, on va aller vers le financement parce qu'on va pouvoir déduire les intérêts d'emprunt. Donc voilà, c'est vrai que naturellement, on va conseiller au client d'aller vers ça. Mais après, si demain, il doit récupérer le bien rapidement, s'il est âgé, qu'il a du cash et qu'il n'a pas forcément besoin de créer plus de déficit foncier, non, autant utiliser un achat comptant. Voilà, ça va vraiment dépendre du profil du client en fait. Il n'y a pas de conseil tranché comme ça. Après, le fait d'emprunter, c'est aussi garder de la trésorerie personnelle pour pouvoir faire peut-être un autre investissement. Donc, ça permet aussi de ne pas tout mettre sa trésorerie personnelle. Et donc, là, le recours à un emprunt extérieur permet de peut-être multiplier d'autres investissements. Alors, question très précise. Alors, je déclare mon acquisition Pinel cette année. C'est le moment. Mon mari a acheté des meubles et électroménagers pour équiper la cuisine. Ai-je le droit de rajouter le montant déboursé au titre de cette cuisine, sachant qu'il s'est chargé de la pose? Arnaud. Déjà, bravo au mari qui pose la cuisine, hein, c'est bien. Il est investi pour le coup dans son investissement. Alors, normalement, ce n'est pas un bien équipé, le Pinel. Oui. Donc, on n'est pas dans un cadre. Alors, ça va dépendre de la nature des investissements. Si c'est changer une fenêtre, parce que là, ça fait partie de l'ensemble du bien immobilier, oui, bien sûr. Les équipements de cuisine, c'est-à-dire changer le frigo, sûrement pas. D'accord. Le bien doit être vraiment loué nu. Exactement. Alors, il peut y avoir des placards de cuisine et pas de l'électroménager. C'est ça. En fait, c'est l'immobilier. En fait, la sémantique est assez bien faite. Ce qui est immobilier, qu'on ne peut pas détacher, entre guillemets. Donc l'électroménager est donc du mobilier. Exactement. Okay. Alors, si mon locataire ne paie pas, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des garanties? Oui, il y a des assurances, bien sûr, que ça fait des années qu'on a mis en place avec nos partenariats gestionnaires locatifs des assurances. Après, on a l'impression que beaucoup de gens ne payent pas leur loyer, mais c'est faux, hein, parce que statistiquement, il n'y a que 2,5% de... Alors,
c'est déjà pas mal, Ouais. mais ce n'est pas la majorité des Français qui ne payent pas leur loyer. Mais pour cette minorité, il y a des assurances qui sont mises en place, effectivement, où c'est presque transparent pour le propriétaire. Il continue à être payé par l'assurance, ce qui lui permet de pouvoir payer son prêt éventuellement de l'autre côté. On va rester sur le thème de la location. C'est puis-je louer à mon fils étudiant mais qui n'a pas de revenus? On peut louer à qui on veut. En revanche, il ne faut pas oublier quand même qu'un investissement Pinel, il y a quand même, ce qui est important, c'est d'avoir une rentabilité. Et donc louer à un tiers, c'est-à-dire que louer à son fils, ça serait ne pas lui faire peut-être le prix de marché. Et donc renoncer à des revenus. Et renoncer à des revenus, c'est aussi mécaniquement diminuer l'avantage fiscal. Donc là, on perdrait un peu le sens du Pinel, de pouvoir déduire les dépenses qui sont toujours les mêmes, les taxes foncières, les intérêts d'emprunt, etc. Donc après, c'est un choix. Voilà, la rentabilité, c'est quand même important aussi. Sachant qu'en plus, vous avez expliqué qu'il y a des critères de locataire et donc l'administration fiscale est quand même en capacité, en faisant la déclaration du nom du locataire, de vérifier qui est qui. Mais bien sûr. Il faut faire extrêmement attention. Mais la loi Pinel le permet. Mais la loi Pinel le permet. Ascendant, descendant. Alors avant, on ne pouvait pas. Mais pas dans le même foyer fiscal. Exactement. Voilà, il doit être complètement détaché. Tout à fait. Alors, petite question précise. Où dois-je inscrire les revenus fonciers de mon parking? Je ne peux pas les ajouter à mes revenus de mon logement car il est loué via un autre bail. Alors, on va les inscrire dans la 2044 également. Donc, le tuto qu'on a vu, mais du coup, il faudra indiquer les mêmes caractéristiques, mais il n'y aura pas forcément d'avantage fiscal à proprement dit. D'accord, oui, voilà. Donc ça rentre comme un revenu foncier, exactement. Mais ça ne sera pas dans les revenus comptabilisés du fait du Pinel. Exactement, il faut bien séparer sur le nombre de biens immobiliers qu'on a vu au début, mais le parking est un endroit à part. Alors je rajoute une petite question, donc si le parking est loué avec l'appartement, pour le coup, là ça rentre en compte? Alors oui, si vous avez raison, s'il est loué avec l'appartement, en fait tout dépend. C'est le même locataire sur les deux appartements. Tout part du bail. Tout part du bail. C'est le contrat qui va définir. Voilà, si c'est un contrat à part, normalement, c'est à déclarer à part. Alors, si la date d'achèvement est en février 2021, quand est-ce que je dois faire ma première déclaration? Donc, la fameuse 1044B, etc. En 2021. Donc, date d'achèvement, donc de livraison 2021 et déclaration 2021. Oui. OK. Dernière question, parce que le temps file et bien évidemment il y en a beaucoup des questions. Alors vous retrouverez bien évidemment l'ensemble des réponses via notre chaîne YouTube Bouygues Immobilier avec un ensemble de boîtes à questions, bien évidemment avec la réponse de nos conseillers que vous pourrez découvrir en images, bien évidemment. Allez, j'en pose une dernière. Peut-on réaliser un Pinel dans l'ancien? Bon. Alors on peut, mais ça ne s'appelle pas Pinel, ça s'appelle de Normandie. Donc c'est possible, alors avec des conditions très particulières, puisqu'il faut rénover de manière très importante le bien pour pouvoir avoir les caractéristiques techniques et qui sont demandées par ces lois dites de réduction d'impôts, concrètement. Donc c'est un système lourd à mettre en place, voilà, mais c'est possible en tout cas. Très bien. Merci à tous les deux pour toutes ces explications, ces informations, les réponses aux questions de nos auditeurs. Alors n'hésitez pas à contacter nos équipes via le numéro qui va s'afficher à l'écran. Alors précisez bien, c'est important, que vous êtes collaborateur du groupe pour qu'on puisse aussi l'identifier bien évidemment. Et vous pourrez retrouver aussi l'ensemble des informations du club de l'immobilier groupe Bouygues sur l'intranet B-Link que tout le monde connaît dans les accès rapides, ou bien évidemment vous pouvez suivre toute l'actualité de Bouygues Immobilier Patrimoine et du club via le réseau social interne Yammer, club de l'immobilier groupe Bouygues. Merci à tous les deux. Merci. Excellente journée et à très bientôt. À très Merci bientôt. à vous.